Bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois dans ce forum du Prieuré. Merci d'être aussi nombreux, je crois qu'on est plein pour ce débat qui s'annonce passionnant, j'en suis convaincue. La France est-elle raciste? Point d'interrogation. Voilà la question qui va nous occuper pendant la prochaine heure et demie avec un panel d'invités que je vais vous présenter. Vous connaissez le principe, c'est un débat inversé, c'est vous qui allez commencer et donner le tempo de cet échange. Donc nous comptons sur vous. Je rappelle également, et là je me colle face caméra, que cette table ronde, cet échange est visible actuellement sur Zoom, sur les réseaux sociaux également, je crois que vous êtes sur Facebook. Et bien entendu, comme il s'agit d'un débat inversé, il n'est pas question que parce que vous êtes sur Zoom et pas en présentiel, comme on dit, parce que vous êtes en distanciel, vous avez aussi la possibilité en fait de participer à cette table ronde. N'hésitez pas à écrire quelques remarques sur l'onglet « Converser » dans Zoom et on tâchera de vous donner la parole. Voilà. La France est-elle raciste? Pour en débattre, nous avons la chance de recevoir Esther Benbassa. Esther, vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts du Val-de-Marne, de Paris, pardon. Non, je confonds. Oh là là, oui, exactement, de Paris, depuis 2011, pardon. Vous êtes par ailleurs historienne, ancienne directrice de recherche au CNRS. Bienvenue à vous. À côté de vous, Aïssata Seck. Vous êtes conseillère municipale d'opposition à Bondy et présidente de l'association pour la mémoire. Hop, il faut que je récupère mon téléphone puisque je l'ai noté sur mon téléphone, mais rappelez-moi pour la mémoire. Pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais. Voilà. Merci beaucoup. Stéphane Beau. Stéphane Beau, vous êtes professeur à l'université de Poitiers, vous êtes sociologue, vous travaillez sur les transformations des milieux populaires depuis des années. On vous doit Violence urbaine, violence sociale ou encore dernièrement La France des Bel-Amis ou retour sur la condition ouvrière des ouvrages qui ont marqué la sociologie. Makan Fofana, designer et par ailleurs étudiant. Makan, vous nous en direz un peu plus sur votre expérience d'habitant de Trappes, c'est bien ça? Voilà, bienvenue à vous. Alors, on va commencer par la salle. Cher monsieur, attendez, je vais... Ah non, mais non, il est dans ma poche, le deuxième micro. Hop, hop, je dégaine le deuxième micro. La France est-elle raciste? Bonjour. Ça marche. Ça marche. Bonjour, je me présente, je m'appelle Alain Foy, je suis directeur du Bazar Café, mais également écrivain et auteur de biographies de Martin Luther King, de Toussaint Louverture qui fut le libérateur d'Haïti, et également de Che Guevara, par exemple. Je suis venu ici à voir ce débat parce que, en fait, l'intitulé m'a un petit peu déconcerté. La France est-elle raciste? Il y a un problème déjà dans l'énoncé. De quoi parle-t-on vraiment? Alors, si je fais comme Harlem Désir, je dirais, par exemple, les Français ne sont pas racistes. Vous vous souvenez, il avait dit ça un jour. Et évidemment, il est devenu l'homme le plus aimé de la France. Je ne ferai pas ça parce que, en fait, en réalité, il y a un vrai problème. Parce que de quelle France parle-t-on et ce que c'est que la France réellement? Est-ce que la France est raciste? Je dirais non, la France n'est pas raciste. Si on considère qu'il s'agit de la République française dans sa constitution. La France était raciste dans les faits. Après, il y a un distinguo à faire entre les Français et la France en tant que telle. Ça, c'est une chose quand même importante à voir. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire raciste? En réalité, on parle beaucoup de racisme, anti-vieux, racisme, anti-homosexuel, racisme, anti-femme. En réalité, tout ça ne veut rien dire. Parce que on parle aussi on dit par exemple racisme anti-blanc. Mais racisme anti-blanc, ça n'a aucun sens. Si on écoute par exemple Martin Luther King, il explique très clairement que le racisme, c'est une idéologie qui suppose l'infériorité des races, c'est-à-dire une supériorité de la race blanche par rapport aux autres races. C'est une véritable, en fait, c'est une structure de pensée qui détermine en fait l'inégalité des races. Et donc, ce n'est pas la race qui fait le racisme, c'est le racisme qui crée la race.
C'est là le gros problème. Donc, si vous voulez, je propose qu'on discute vraiment de ce sujet-là. En fait, sur la terminologie, parce qu'en fait, on pense avec des mots. On est ici dans la cité du mot, et on est censé être dans le festival des idées. Il n'y a pas d'idées sans mots, et donc, à mon avis, il y a un problème lexical à développer. Non, mais de toute façon, nous reviendrons effectivement sur ces choix de terminologie. Alors, sur les mots, on nous pose une question qui est la France. Donc, moi, je ne parlerai pas des Français sur la base du fait que je ne pense pas que la France et les Français soient exactement la même chose. Donc, moi, je parlerai de la France en tant que structure étatique qui existe depuis un certain nombre de siècles. Or, cette France, que l'on soit et quoi que l'on pense, elle est constituée sur des grandes vagues de questions justement racisées. On a la première grande question, c'est quand même la traite négrière, qu'on a allègrement oubliée pendant très 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 longtemps, et dont on voit bien que même quand on veut en reparler, c'est pas si évident qu'on fait la non-affaire Obono pour Obono la pauvre, mais l'affaire de la caricature épouvantable. On a une deuxième grande vague, c'est quand même notre colonisation qui nous fait un monde entier, c'est quand même un monde, cette Afrique dite noire à l'époque, et le Maghreb, mais aussi le Liban quand même, puisqu'on se retrouve dans une position coloniale à un moment. On a ces histoires de colonies pures et simples, dont on est en peine au début de l'histoire de ces choses-là. On n'arrive pas, moi je vous renvoie à lire André Gide, Le voyage au Congo, puisqu'il dit des choses de la relation, sans aucun tabou, puisque de toute façon, lui, c'est un homme du 19e siècle. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on pense la race, le blanc pense la race. On a un troisième point, quand même pas le moindre, c'est la situation de l'État français pendant la Seconde Guerre mondiale et la collaboration pour l'extermination des Juifs, qui est une base un peu sociale classique de l'antisémitisme. C'est aussi une forme de racisme, je le rappelle. Et puis là, on a aujourd'hui cette espèce de racisme délirant, parce qu'en fait, la France se constitue là en effet retour de la question de tous les migrants, de tous les réfugiés, où tout d'un coup, elle trahit sa promesse de République, puisqu'elle ne peut pas les accueillir, parce qu'elle ne peut pas assumer qu'en grande partie, ces gens-là arrivent aussi en Europe, au nom du fait qu'au départ, c'était l'Europe qui allait les profiter en tout cas de leur richesse. Merci beaucoup. Yazid Kerfi, bonjour, de Médiation Nomade, on a un stand ici. Je ne sais pas s'il faut parler de race et tout, mais la France n'est pas raciste, mais il y a beaucoup de Français qui sont racistes. J'enlève le mot raciste. Il y a beaucoup de Français qui n'aiment pas les Arabes, qui n'aiment pas les Noirs, qui n'aiment pas les musulmans, qui n'aiment pas les pauvres, qui n'aiment pas les gens des quartiers. Et ça, c'est aussi une réalité. On a toujours vécu avec ça. Pourtant, on est tous nés en France, mais on a toujours vécu avec cette situation, quoi. Moi, le mot le plus important, c'est le mot amour. Beaucoup de personnes ne nous aiment pas. Et quand je rencontre les jeunes dans les quartiers, la première chose qu'ils me disent quand je vais les voir, on ne nous aime pas. Donc on grandit avec ça. Le mot amour est le mot le plus important pour moi à entendre, quoi. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Adrien. Quand on parle de la France raciste, déjà j'aimerais savoir par rapport à est-ce qu'il y aurait un autre pays, quel autre pays on viserait en se disant que c'est un pays raciste. Donc souvent on va parler des États-Unis, on va se comparer la France aux États-Unis. On va très souvent essayer de cacher le racisme de France derrière les États-Unis. Voilà, est-ce qu'il faut faire cette comparaison? Et juste une autre question, c'est que quand on parle de quel racisme on parle aujourd'hui, c'est ce qu'on parle souvent on va parler du racisme qu'expérimentent des personnes d'origine noire, arabe, etc. Enfin de noirs ou arabes qui vont expérimenter des discriminations à l'embauche, des discriminations au logement, des contrôles de police aux faciès. Tout ça, en fait, on s'aperçoit que c'est surtout que la personne qui va exercer le racisme, ça va être une personne en position de puissance. Donc j'aimerais savoir, est-ce qu'on pourrait reformuler le problème en se disant, est-ce que les plus puissants sont racistes en France, au lieu de juste dire la France était raciste. Voilà. Merci pour cette intervention. Je passe de l'autre côté. Madame. Hop, hop.
rebondir par rapport à ce que ce monsieur disait. J'aurais souhaité lui demander d'enlever le mot « beaucoup ». Je trouvais ça un peu excessif. Donc dire qu'il y a des gens racistes, ça peut exister, mais quand on dit beaucoup de gens qui sont racistes, je trouve que c'est un peu excessif. Donc c'était peut-être limiter aussi les propos. Mais ici, vous savez, madame, on est là pour s'exprimer librement. Chacun dit ce qu'il veut et ensuite on en débat. Donc, par rapport à ce mot beaucoup, moi, je m'a dérangé. Très bien. Et merci de votre intervention. Hop, je continue. Bonjour. Moi, je m'interroge sur les questions sémantiques et notamment la distinction qui peut exister entre racisme d'État et État raciste. Alors certes, il est difficile de considérer que la France est un État raciste dès lors qu'il n'existe pas de loi discriminante à raison de l'origine, ou de l'ethnie ou de la couleur de peau. En revanche, ne peut-on pas parler de racisme d'État dès lors qu'il y a des pratiques, d'abord parce qu'il y a une histoire coloniale, que l'État s'est structuré sur un racisme, sur... nous avons des pratiques de plus en plus nombreuses, et on l'a vu au cours de l'état d'urgence de 2015, qui ont visé à assigner à résidence ou à perquisitionner spécifiquement des personnes à raison de leur confession, parce qu'ils étaient musulmans et parce qu'ils avaient une pratique musulmane, que nous avons un ensemble de fonctionnaires d'État, comme notamment dans la police, mais dans d'autres administrations également, que l'on voit de plus en plus au fur et à mesure des dénonciations et des lanceurs d'alerte. Il y a une culture du racisme dans la police qui est assez répandue, qu'il n'y a pas d'intervention de l'administration pour donner des instructions, pour faire cesser ce racisme, qu'il n'y a pas de suspension de fonctionnaires de police, qu'il y a un laisser-faire et un laxisme. Donc la question que je pose, c'est de savoir si l'on peut parler de racisme d'État dès lors qu'il y a des pratiques systémiques de racisme et une absence d'intervention de l'État dans les structures de l'État pour le faire cesser. Merci pour cette intervention. Alors, on reviendra vers vous, bien entendu, et l'idée est vraiment d'installer un débat entre vous et nos intervenants fil rouge. Peut-être, Stéphane Beau, je ne vais pas déflorer les échanges que nous avons pu avoir précédemment, mais, pardon Esther, je vais vous repiquer le micro, je vous donnerai la parole après, sur cette titraille, sur ce choix de la France est-elle raciste? Je sais que vous vous en êtes entretenu avec... les gens de ce festival, donc qu'avez-vous à en dire? Alors, faites attention, je pense que le micro n'est pas allumé. Tac, allez-y. Oui, bonjour à tous et à toutes. Au départ, je n'étais pas invité à ce débat. Et en fait, en voyant le programme, j'étais le dernier au Festival des idées, en voyant le programme, j'ai été heurté comme monsieur qui est intervenu au début, par cet intitulé. Et j'ai écrit ça à Guillaume Duval, et et après j'ai échangé aussi avec Nora Hamadi, pour les raisons que monsieur a dit. C'est-à-dire que je trouve que cette question d'abord est très importante, on le sait tous. Vous avez mentionné l'épouvantable caricature de Daniel Obono. Donc on est tous les 15 jours ou tous les mois maintenant dans des sujets de ce type, autour de la race et du racisme. Et donc je trouve que c'est un sujet très important, mais que la manière de l'intituler, et bien sûr, favorise le débat, elle est intentionnellement provocatrice. Mais je pense, modestement, que sur ces sujets si importants, il faut éviter la provocation, parce que les questions qui ont été posées déjà par tous les intervenants sont intéressantes et souvent justes. Qu'est-ce qu'on entend par la France raciste? Il y a un livre de Vivorca qui s'est appelé La France raciste. Déjà, quand il était sorti, ça m'avait énervé, parce que bien évidemment, tout le monde n'est pas raciste. J'ai trouvé intéressant la remarque de madame tout à l'heure sur le thème. Beaucoup, vous avez été heurté par cette expression, parce que dès qu'on touche à ces questions-là, bien sûr, on engage des valeurs très importantes. On est sur un sujet très affectif, très éruptif, qu'il faut essayer de traiter avec un peu de recul et de manière dépassionnée. Donc c'est assez difficile. Donc ma question de départ, c'est de dire, si on réfléchit à ces questions-là, bien sûr, il faut voir aujourd'hui, effectivement, il ne s'agit pas de le nier, il y a un racisme en France qui se développe dans certains secteurs, et je pense qu'il faut différencier déjà, la première chose, il faut différencier les différentes catégories de racisme. Au départ, historiquement, là, je fais beaucoup parler d'un sociologue qui est mort récemment à l'âge de 100 ans, qui est pour moi un grand sociologue du racisme, qui s'appelle Albert Memmi. Donc, Albert Memmi, il a écrit un livre en 82 qui s'appelle Le racisme. Il a écrit un grand livre en 57, Portrait de colonisé, portrait du colonisateur. Et il a écrit un autre
grand livre, La statue de Celles en 53. Donc c'est quelqu'un, parce qu'il était un intellectuel, parce qu'il était juif tunisien, parce qu'il a passé sa vie à essayer de comprendre d'où il venait, qui n'a cessé et qui a grandi dans la Tunisie coloniale, sous protectorat en tous les cas, et qui a toute sa vie a été hanté par cette question-là, et qui réfléchit sur ces questions-là à partir de sa propre expérience, sachant qu'il a, paraît-il, 10 000 pages de journal, et son ethnographie du racisme est très liée à ce qu'il a vécu. Et Albert Memmi, entre autres, le dit, voilà, il y a un racisme colonial qui est lié aussi à, vous avez dit, des puissants. Au départ, bien sûr, le racisme est une idéologie qui est faite pour justifier notamment le colonialisme. Et vous avez aussi différentes formes de racisme. On va distinguer souvent le racisme d'en haut, on va dire, au racisme dit populaire. Moi, dans mes travaux, si je peux me permettre, j'ai travaillé en milieu ouvrier, j'ai fait ce livre avec Michel Pialou qui s'appelle « Retour sur la condition ouvrière », et tout le chapitre 9 de ce livre est consacré à ce qu'on appelle, de manière un peu prudente, les tensions racistes dans le monde ouvrier. Parce qu'on essaie justement d'éviter ce regard d'en haut sur le monde populaire qui tend à disqualifier a priori les ouvriers en les traitant tout de suite de racisme dès qu'ils ont telle ou telle expression. On a essayé de montrer que justement, ce qui me paraît intéressant, si on veut faire de la sociologie du racisme, mais cette sociologie-là, elle est assez difficile à faire d'une certaine manière, et il n'y a pas tant de travaux ethnographiques sur cette question-là, parce qu'on est souvent très engagé, et souvent il y a plus de travaux militants que de travaux sociologiques, mais si on travaille sur ces questions-là, on voit bien qu'on ne peut pas comprendre le racisme en milieu populaire aujourd'hui, si on ne comprend pas les différentes formes de concurrence sur le marché du travail, sur le marché du logement, les concurrences ici par rapport aux enfants. Je donne très vite un résultat de notre enquête qui m'est apparu intéressant, même 20 ans plus tard, je pense qu'il persiste. Très souvent, ces ouvriers de Sochaux qui vivaient un déclassement professionnel de groupe, on appelait ça l'affaissement du groupe ouvrier, ils vivaient cet affaissement qui était redoublé par les formes de concurrence qu'ils voyaient survenir dans l'école, à travers la compétition scolaire, à travers le fait qu'une partie de leurs enfants passaient derrière les enfants d'immigrés qui réussissaient mieux qu'eux. Voilà. Il y avait beaucoup d'enjeux qui étaient liés à cette question du devenir. Donc, je résume juste pour dire, faisons peut-être effectivement attention à éviter cette question provocatrice. Essayons de faire un peu de sociologie, de philosophie, pour essayer de comprendre effectivement l'enjeu de ces mots et l'enjeu lié à ces différentes sphères de la société. Esther Benbassa. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole. Moi, bien sûr, je trouve que ce titre est provocateur quand même. Et c'est normal. Il est provocateur pour nous... Ça a le mérite de susciter le débat, c'est vrai. À débattre de cette question qui est quand même assez problématique. Moi, j'aurais du mal à dire... la France est-elle raciste? Parce que je ne réponds pas à ce genre de questions. Je suis historienne, je dirais que oui, il y a eu un racisme d'État pendant Vichy. On a promulgué des lois qui disaient, voilà, ceux qui correspondent à telle description, les Juifs seront déportés, et ainsi de suite. Il y a eu tout un ensemble de lois. Là, on peut parler d'un racisme d'État ouvert. Quant à État raciste, je répondrai à mon ami Arié Halimi que c'est encore plus fort. Hein, dire qu'il y a un racisme d'État, ça va encore plus loin. Moi, je parlerai plutôt d'un racisme systémique, un racisme qui est structurel d'abord, à savoir qu'il y a un mode de fonctionnement, certains comportements, certaines règles non écrites, etc., qui font que dans les institutions, il y a un racisme qui se répand et qui est d'ailleurs dans le système et qui n'est pas seulement au niveau des personnes, mais le problème, c'est aussi qu'il peut agir au niveau des institutions. Alors, dans ce cas-là, pardon, Esther, je vous coupe, mais si c'est un racisme systémique, structurel, que, en plus, je reprends ce que disait Maître Halimi, bon, on voit les comportements dans certains corps institutionnels, vous le dites vous-même, et que tout ceci est couvert par l'institution,
Alors, en quoi ce n'est pas un racisme d'État? Non, mais écoutez, couvert, ce n'est pas le mot, c'est pas le mot qui convient. Je vais donner quelques exemples quand même. Hein. Il faut être pragmatique parce que les mots, il faut actuellement où le contexte est inflammable, il vaut mieux utiliser les bons mots et au bon moment. D'accord? Par exemple, voilà, on a le cas des Chibani. Ce sont des cheminots marocains qui ont été recrutés par la SNCF et en même temps, on avait recruté des cheminots statutaires. À la fin d'un certain nombre d'années, on voit que les Chibani, n'ayant pas de statut, ont fini leur carrière avec des salaires très inférieurs à ceux qui avaient été recrutés avec un statut. Alors, ils ont porté plainte quand même. Ils ont porté et pas de retraite. Et pas de retraite. Et pas de retraite. Ils ont porté plainte et en 2018, leur requête a été satisfaite et ils ont pu avoir leur dû. Alors, je vais donner un autre exemple qui est aussi frappant. C'est le cas des 25 Maliens qui s'adressent aux défenseurs des droits parce que dans le secteur du bâtiment, ils ont été affectés aux tâches les plus dures, les moins valorisantes, avec des heures de travail qui dépassaient les heures normales préconisées par le Code du travail sans être rémunérés. Alors ces deux cas-là montrent comment fonctionne ce racisme. Alors, personne n'a fait un texte qu'il faut utiliser les Maliens, mais les Maliens ont gagné après. Hein. Les prud'hommes, en 2019, ont répondu à leur requête. Donc, on voit bien que ce n'est pas un État raciste. Voilà, un État raciste, on dit, voilà, vous êtes noir, donc vous ne serez pas indemnisé, vous travaillerez toujours dans les tâches les plus pénibles de démolition, etc., etc. Non, vous voyez que c'est quand même plus problématique que ça. L'État ne fonctionne pas automatiquement. Les institutions fonctionnent de cette façon-là. Il y a les discriminations, bien sûr, le contrôle aux faciès, les discriminations au travail. Le défenseur des droits dans son rapport de cette année, dit que 54% des dossiers qui arrivent chez le défenseur des droits concernent l'emploi, à cause du nom, de l'adresse, etc. On a parlé aussi du contrôle aux faciès, qui est une violence policière extrême que les quartiers et les banlieues connaissent depuis très, très longtemps. Et là, bien sûr, il y a toutes sortes de discriminations, elles sont nombreuses. Mais de là dire, voilà, l'État exprès décrète que ça va se passer comme ça, c'est quand même une autre question. On y reviendra de toute façon. Aïssa Tassek, j'ai en plus omis de dire que, au-delà de votre titre de présidente de l'Association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais, vous vous êtes battue justement en écho à ce que vient de nous dire Esther Benbassa pour faire obtenir la nationalité française à certains de ces tirailleurs. Vous avez fait un appel, vous avez lancé un appel au maire de France pour nommer des rues en hommage à ces soldats. Alors du coup, vous, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette question? Bonjour à toutes. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi, je vais rebondir sur deux interrogations qui ont été faites par Alain Foy et la dame qui parlait notamment de l'histoire coloniale et de l'histoire de l'esclavage. Alors, j'ai moi aussi été percutée par la thématique « La France est-elle raciste ?» Moi, je suis issue des quartiers populaires. Je suis une femme noire, hein, comme vous pouvez le voir. Je suis de confession musulmane aussi. Donc, vous imaginez bien que le racisme, on le vit quotidiennement quand on cumule en tout cas ces 4 points.
Vous êtes à l'intersection de plusieurs formes de domination. Tout à fait, tout à fait. Et on se bat. Beaucoup de choses sont à faire, beaucoup de choses sont à dire aujourd'hui. Et je suis ravie de participer à cette table ronde parce que je pense qu'il est déjà essentiel de revenir sur les bases du racisme. Moi, pour répondre à la question, je ne dirais pas que la France est raciste, mais je dirais que le racisme existe en France. Et il me semble important de séparer la notion du mot racisme et discrimination. Pour moi, ce sont deux choses complètement différentes. Ce qu'il faut savoir, et je pense que vous le savez tous ici, le racisme n'est pas une opinion, mais un délit qui peut être condamnable. Alors moi, je travaille beaucoup sur la question de la reconnaissance de l'histoire de l'esclavage et de l'histoire coloniale. Pourquoi ? Aujourd'hui, la France est riche de son histoire. Elle est riche de l'histoire de l'esclavage, elle est riche de l'histoire coloniale. Elle est riche de manière économique, mais elle est aussi riche de sa diversité. Aujourd'hui, notre France est façonnée par une partie de cette histoire, mais cette histoire est invisibilisée. Je vais m'expliquer. On peut, vous êtes historienne, vous enseignez aussi. On peut, par exemple, donner un exemple concret qui est de reprendre les programmes des manuels scolaires, notamment le programme en classe de 3e, où on étudie la guerre de 14-18 et la guerre de 39-45. Moi, dans mon souvenir, aussi lointain qu'il soit, je n'ai pas le souvenir qu'on m'ait enseigné l'apport des troupes coloniales. Je me rappelle qu'on m'a parlé de ce sujet vaguement, mais je ne me rappelle pas que ça a été un chapitre à part entière où on m'a parlé de cette richesse et du fait qu'aujourd'hui, si vous et moi, on peut échanger, on peut débattre aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu cet apport des troupes coloniales. On a tendance... Mais est-ce que ça a changé, ça ? Est-ce qu'il y a un professeur d'histoire, par exemple, dans cette salle ? Personne ? Alors, moi, je peux y répondre parce que, oui. en tout cas, avec ma casquette de militante associative, je travaille également à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, une fondation qui est reconnue d'utilité publique et qui a été créée en novembre 2019. Et nous sommes justement en train de travailler sur le contenu des programmes scolaires. Les programmes ont été revus notamment en lycée l'année dernière et le contenu a drastiquement baissé sur l'histoire de l'esclavage. Donc, pour moi, il y a un réel souci à ce niveau-là. Et au-delà de ça, je trouve que le paysage français manque cruellement de cette histoire. Quand je dis qu'elle manque cruellement de cette histoire, c'est qu'on pourrait faire en sorte d'expliquer la richesse de la diversité française à travers plusieurs actions, qui sont par exemple de nommer ou renommer des rues. Et c'est là le sens de l'appel que j'ai lancé au maire. On peut déboulonner les statuts ? Alors moi sur la question du déboulonnage des statuts, je n'ai pas de réponse bien tranchée. Par contre, aujourd'hui, si le débat est posé, c'est parce qu'on est confronté à un certain nombre de réalités. La réalité est qu'on ne nous a pas parlé de cette histoire et qu'on manque cruellement de figures héroïques issues de cette histoire. La France, non, ce n'est pas du racisme. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on explique à l'ensemble des Français que la France, c'est Napoléon et De Gaulle, et qu'on oublie d'évoquer par exemple Toussaint Louverture, qui a été un résistant et qui a permis l'abolition de l'esclavage en Haïti, qu'on ne parle pas de Félix Éboué ou qu'on ne parle pas d'Adiba, qui a été un résistant des Vosges, je pense qu'on manque cruellement de cette histoire et qu'il est important aujourd'hui de mettre en avant ces histoires dans le paysage français. Monsieur. Attendez, hop, je vous le rallume. Hop. C'est allumé. C'est bon ? Oui. D'une certaine manière, ça me fait toujours plaisir en tant que prof d'histoire quand on dit que l'école est responsable, parce que ça veut dire qu'on en attend énormément. Vous voyez ? Et sauf qu'on en attend sans doute trop aussi. D'autre part, vous avez fait remarquer qu'il y en a moins, c'est exact, hein, sur les programmes de lycée, qu'il y en a moins qu'il y en avait. Mais vous dites la vraie qu'il y en avait très peu. Donc ça veut dire s'il y en a moins, c'est qu'il y en avait quand même. Donc il y en avait, hein, et il y en a depuis longtemps. La difficulté, c'est pas tellement d'en parler, c'est le lien qu'on fait avec ce qu'on appelle le récit national. C'est-à-dire quelle place on lui donne. On en parle depuis très longtemps. La guerre d'Algérie, ça fait 35 ans que je l'enseigne et je l'enseignais il y a 35 ans. La campagne d'Italie. Oui, on en parlait. Alors, dernière remarque. C'est un problème de fond, les profs d'histoire ne peuvent enseigner que ce qu'on leur a enseigné à eux. Donc c'est vraiment
la transformation de l'université qui va jouer. Et de ce point de vue-là, elle a lieu. C'est-à-dire que les jeunes gens qui aujourd'hui font des études d'histoire, je vous garantis qu'ils vont enseigner ça parce qu'ils l'auront eu dans leurs cours. Hein. Donc c'est long, c'est très très long, mais ça existe. Donc et c'est aussi parce que vous le demandez que ça a lieu, mais pas seulement pour des raisons de fond qu'il faut redéfinir la nation et que beaucoup de gens en sont conscients parmi les historiens. Donc oui, vous avez à la fois, on en parle depuis longtemps. On l'a pas mis à la place qui était la sienne, mais c'est très très compliqué de définir cette place et de trouver dans un récit de prof comment le faire, où le faire. Il faut pour ça avoir des ressources qui sont ce qu'on vous a appris et ce que vous pouvez lire. Et je pense que les conditions sont maintenant à peu près réunies pour que ce soit le cas. Voilà, c'est un peu nuancé comme réponse, mais oui, c'est bienvenu. Non, c'est sûr que c'est long, et c'est aussi là le rôle d'une fondation comme la Mémoire de l'esclavage, du rôle aussi d'une association que je porte, qui est aussi d'accompagner à travers des formations pédagogiques à l'endroit des professeurs qui sont demandeurs en plus, parce que pour avoir fait le tour, on travaille en étroite collaboration notamment avec l'éducation nationale. Il manque d'outils pédagogiques pour évoquer cette question. Et je terminerai, je sais que j'ai été un petit peu longue, mais pour revenir à l'intervention de Maître Halimi, je pense qu'il a aussi voulu évoquer la question des violences policières dans son intervention. Je pense que là aussi, il y a un vrai sujet, et je pense que si on ne met pas vraiment ce sujet dans un débat public et qu'on ne le considère pas comme une politique publique, on risque d'arriver à des dérives extrêmes. Moi, je pense par exemple qu'il est important aujourd'hui d'ouvrir un chantier de lutte contre le racisme et les discriminations au sein de la police et au sein de la gendarmerie. Tant qu'on n'ouvrira pas ce chantier, on sera perpétuellement confronté aux dérives auxquelles on peut être confronté quotidiennement. Mais la mise en place du récépissé de contrôle d'identité, la remise en place de la police de proximité, la suppression de l'IGPN et de l'IGGN, voilà, c'est des choses qui... Juste une réponse, mais on y reviendra peut-être plus longuement. Pour vous, est-ce que c'est lié à cet héritage colonial? Ah oui, je pense que c'est complètement lié à cela, parce qu'on ne leur a pas enseigné cette histoire. On n'explique pas à l'ensemble des Français ce qu'est la diversité française, et on ne déconstruit pas justement cette histoire coloniale et l'histoire de l'esclavage. Donc je pense que c'est vraiment lié. On y reviendra de toute façon. Makane Fofana, peut-être, je ne sais pas, sur l'invisibilisation, je vous en prie. Bonjour, je vais me représenter. Ça va être important dans la suite de notre conversation. Je suis designer, étudiant, chercheur au CNAM, Conservatoire national des métiers, et chercheur associé à l'université Queen Mary of London. J'ai créé un laboratoire qui s'appelle l'Hypercube, et je travaille sur la banlieue du futur, donc par le prisme du design, de la fiction et des imaginaires. Et en fait, je n'ai pas trop compris pourquoi on m'a invité sur ce débat-là, parce que je travaille pas sur le sujet. Moi, je travaille sur Harry Potter, sur la fantasy, sur la science-fiction, mais on a invité Makan ici. Donc, je n'aurais pas grand-chose à vous dire sur ce sujet-là. C'est pas mon... Mais peut-être, Makan, là-dessus, si je puis me permettre, sur la question, par exemple, de l'invisibilisation et des référentiels en fait qu'on peut avoir. Il y a cette question, en fait... des référentiels historiques, les grands résistants, les tirailleurs sénégalais, mais après, ramené à notre quotidien, il y a le héros de Black Panther qui est décédé cette semaine, et on sait à quel point chez les jeunes noirs, chez les jeunes racisés, arabes, etc., ça a été véritablement, vous évoquiez Harry Potter, une figure en fait d'identification, un super-héros noir. Ça a été pour la première fois, au-delà même en fait du Marvel, quelque chose d'absolument puissant. En quoi ces imaginaires peuvent éventuellement changer, enfin permettre de changer un peu les représentations et changer de paradigme? En effet, là on se rapproche un peu plus de mes travaux, puisque Black Panther concerne un mouvement culturel qui s'appelle l'afrofuturisme développé aux États-Unis. Donc là on est à la charnière de la science-fiction et du multiculturalisme. Mais avant de revenir à ça, moi, j'ai découvert la philosophie assez récemment à travers l'Université populaire de Michel Onfray. Et avant de découvrir un panel de penseurs philosophes, je me décrivais, moi, en tant que banlieusard, comme
les politiques de la ville me décrivent et comme les médias me décrivent. Et donc, comme le racisme est un sujet très important au niveau médiatique, on me demande de venir parler de ce sujet-là. Mais moi, je préfère parler de philosophie. Voilà. Je préfère parler de métaphysique. Et après, on va arriver à cette question de l'identité. Par exemple, je pense à François Julien, qui a inventé un concept qui m'intéresse bien, l'écart. L'écart, en fait, que produit la relation entre deux cultures. Moi, je suis designer et créatif. Mon but, c'est de créer. Et justement, l'afrofuturisme, c'est un mouvement esthétique, culturel, métaphysique, philosophique dans lequel l'homme noir reprend une place centrale dans l'histoire. Et donc, Chadwick Boseman, qui est décédé très récemment, fait partie de ce mouvement dans lequel le multiculturalisme et le rapport à la couleur se posent, mais à travers un prisme culturel, esthétique, parce que si je devais me poser la question du rapport à l'identité, ce serait par le prisme que j'ai choisi, donc philosophique, à travers un panel de penseurs que j'ai choisis, et à travers les mots que j'ai choisis, pas à travers les mots que vous choisissez pour moi. Merci beaucoup. On va continuer dans la salle. Jeune homme. Attends, c'est peut-être éteint. Oui, bonjour, Mahmoud Bourassi de l'association Médiation Nomade. Alors, sur la question, effectivement, la réalité du racisme est un phénomène tellement complexe, profond et sensible que pour n'importe quelle société, il est difficile de répondre par oui ou par non, y compris en France. Mais effectivement, on peut constater une montée du racisme, alors beaucoup, pas beaucoup, je ne sais pas, mais je pense que la dimension historique est fondamentale parce que on est aussi le produit d'une histoire, on est les héritiers la France en tant que ancienne puissance coloniale, on est aussi les héritiers, certaines catégories de la population sont les héritiers d'une histoire, héritiers des colonisés. Et aujourd'hui, le racisme en France, ou la montée du racisme, aura encore de beaux jours si la France n'assume pas cette histoire, s'il ne règle pas ce contentieux historique, notamment par rapport à la guerre d'Algérie, qui est encore aujourd'hui qui est très très sensible. Et si la France n'assume pas sa diversité sociale, culturelle et y compris religieuse, et si elle ne reconnaît pas ces nouveaux citoyens, on va dire, comme des citoyens à part entière, et comme des citoyens, des concitoyens qui ont voix au chapitre et qui font partie aussi du récit national. Voilà. Merci. Peut-être là-dessus, avant de vous repasser la parole, Stéphane Beau, j'aimerais bien vous entendre. Cet aspect, en fait, et Aïssata Seck en parlait, cette nécessité en fait d'interroger le passé colonial, d'être dans le récit en fait de ce passé, d'être dans un récit inclusif, et puis de se rendre compte aussi en fait que c'est l'imprégnation de cette dimension coloniale en fait dans les institutions françaises. Je reprends ce que disait Esther Benbassa, Aïssata Seck, et ce qu'on vient de dire à l'instant. J'ai pas retenu ton prénom. Mahmoud. Est-ce que c'est ça qu'il va falloir mettre en œuvre afin de sortir un petit peu de ces débats? Je pense pas du tout. Je trouve qu'effectivement, je comprends très bien les raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes enfants d'immigrés aujourd'hui, moins jeunes, s'intéressent à cette histoire coloniale qui a été peut-être méconnue, niée, voire refoulée. Moi, je pense que l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, ce sont les rapports sociaux, c'est le travail, c'est l'école. Je prends l'exemple pour comparer justement ce que vient de dire Aïssata Seck sur son histoire. Elle raconte le fait qu'elle a été victime quotidiennement de racisme. Dans l'enquête que j'ai faite avec les Benoumis, ils sont 8 enfants. Samira, la famille algérienne, prolétaire, le père est ouvrier du bâtiment, en arrêt maladie, longue maladie à partir de 30 ans. Donc c'est une famille qui vit en HLM, dans la région française depuis 1977. Je raconte leur histoire. Samira, l'aînée, est devenue infirmière, puis maintenant responsable, cadre supérieur, dans le milieu des soins infirmiers. Et dans ces longs entretiens que je fais avec elle, donc elle est née en 70, elle est venue en France en 77, elle se vit comme une petite immigrée, et quand je lui parle, le racisme n'intervient jamais dans les premiers entretiens. J'en ai fait quand même 22 en 3 ans. Et donc pour répondre, le cas est intéressant, la comparaison. Et j'ai dit, mais finalement, elle dit, le racisme, je ne l'ai pas connu avant l'âge de 20 ans, au travail. Une cadre infirmière s'était moquée de moi parce que je parlais fort, et elle avait dit comme ça, c'est toujours pareil avec vous, les Arabes, parlez fort. Elle a 20 ans. Mais jusqu'à là, elle me dit, et j'ai toutes les raisons de le croire, qu'elle n'a pas vécu le racisme. Parce qu'elle est née en 70, donc je pense que la manière dont les individus ont été socialisés
dans les contextes HLM des années 70-80 sont tellement différents de ceux des années 90 et encore plus après 2005 que pour moi, le nerf de la guerre, la vraie question, bien sûr, il peut y avoir des effets d'histoire, mais je pense que la vraie question, c'est comment les gens trouvent leur place dans la société. Et comment, par exemple, le travail est à la fois vecteur d'intégration, mais aussi vecteur de conflit. Mais dans le conflit, des conflits culturels. Moi, j'ai fait pas mal d'entretiens avec des techniciens d'origine maghrébine qui racontaient comment le fait de ne pas boire d'alcool, ça les privait de toute la sociabilité d'ateliers, parce qu'ils n'étaient pas avec les autres, puisqu'ils ne buvaient pas d'alcool. Voilà un beau sujet sociologique. Et donc, justement, par rapport à cette histoire de l'histoire, je pensais, je me disais, j'avais mis comme note, historiciser la question. Vous savez sans doute qu'il y a eu un maire, j'ai plus son nom, je suis désolé, qui a été élu récemment à Saint-Ouen, qui est d'origine algérienne. Karim Bouhamran, du PS. Voilà, merci. Excusez-moi pour le... Je vous en prie. Je suis là pour ça. En fait, bien évidemment, le fait d'aller dire à Saint-Ouen un maire, entre guillemets, arabe, même s'il est bien sûr français pour nous tous, a suscité sur la toile et ailleurs des insultes. Certains excités du bocal l'ont traité de bougnoul, etc. Et sur un mur Facebook, quand j'ai vu ça, je dis oui, mais est-ce que les élus italiens des années 45-70 dans la Moselle et dans la Lorraine, quand ils sont arrivés et qu'ils ont été élus PCF, Parti communiste d'origine italienne, est-ce qu'on ne les traitait pas de sale macaroni? Et il y a quelqu'un de la région d'origine algérienne qui a répondu, c'est exactement ça. Ils ont été traités de sale macaroni, sale rital, etc. Donc, je ne dis pas qu'il faut tout relativiser, mais c'est très important d'avoir ce point de vue historique. Moi, je pense que le plus important aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que, comme vous l'avez dit, hein, j'ai bien aimé ce que vous avez dit sur les questions de l'amour. Qu'est-ce que dit Mémy en 84 sur les enfants d'immigrés maghrébins? Il dit, en fait, leur agressivité, entre guillemets, est un cri d'amour, est une revendication. Et effectivement, parce qu'ils cherchent leur place. Mais c'est de plus en plus difficile. Donc on a, à mon avis, si on raisonne un peu en sociologue, ce qui est aujourd'hui compliqué et aussi grave et inquiétant, c'est la spirale dans laquelle on est. Parce que bien évidemment, Maître Halimi parle des violences policières, de l'État raciste, etc. Mais il faut aussi prendre en compte la difficulté du travail des policiers d'aujourd'hui et des pompiers qui vont se faire caillasser dans les cités, etc. C'est une réalité. Quand on est sociologue ou journaliste, on doit prendre en compte les deux réalités. D'un côté, ce qui se passe, effectivement, de comportements qu'il faut condamner et qu'il faut, bien sûr, amender, ces pratiques, telles que le journaliste l'a montré, de ces violences policières insupportables, mais il faut bien voir aussi qu'aujourd'hui, qui veut être policier? Qui veut être policier? Pourquoi tous les policiers, la plupart des jeunes policiers, viennent de provinces, de milieux populaires, etc. Parce qu'il y a le concours, mais après, ils débarquent dans un milieu qu'ils ne connaissent pas. Et donc, ça veut dire la question sociale pour vous, elle est centrale. Elle est centrale. Et je résume. Elle je suis a désolé. été. Non, je vous en prie, c'est qu'on va. Je vais donner la parole. Non, je vous en prie, Stéphane Vaul. Donc la question sociale est centrale, cher ami. Donc j'aimerais vous répondre. Vous dites, je vais essayer de pas trop relativiser. Je trouve que vous relativisez trop, parce que si Samira n'a pas connu de racisme jusqu'à ses 20 ans, c'est une chance pour elle. Si, quand vous parlez aussi des maires italiens, ils ont été traités de macaroni. C'était en 1970, aujourd'hui on est en 2020. Donc le maire, c'est quelle ville déjà? Saint-Ouen. Saint-Ouen, il a en aucun cas à être comparé à une autre forme de raciste. On ne peut pas comparer les racismes, pardon. Et donc, aussi je pense qu'il y a un manque de représentativité dans la police, dans la politique, dans tous les corps. Et c'est aussi en ça une cause de racisme, le manque de diversité, aussi dans les métiers. Et dans les métiers importants, dans les métiers à responsabilité. Donc je trouve que parler comme ça de racisme en disant oui ça existait et oui ça existera, d'accord, mais il faut le combattre. Est-ce que vous, par exemple, vous avez été victime de contrôle aux faciès? Oui, énormément. C'est-à-dire... Alors, comment vous vous appelez? Amir. Amir, je vais me permettre de tutoyer. Tu as quel âge? J'ai 23 ans. Par exemple... Tu viens d'où? Clermont-Ferrand. Okay. Donc, par exemple, on est, comme on dit, les jeunes posés sur un banc, etc. On est plusieurs, 3, 4, 5. Je me suis fait contrôler très très souvent, alors qu'on faisait rien. Ni bouteille d'alcool, comme vous avez parlé. D'ailleurs, sur l'alcool, c'est pas parce qu'on ne boit pas d'alcool qu'on ne peut pas participer à un événement. Ça aussi, j'ai pas compris votre propos. Ensuite... donc à chaque fois, on fait rien de mal, on est contrôlé. Et tant que vous l'avez pas subi, vous pouvez pas savoir que c'est, comme Madame Benbassa a dit, c'est une souffrance, c'est humiliant de se faire contrôler ainsi. Parce que
ne rien faire, ne rien demander à personne et nous demander la carte d'identité. Sûrement pour vous, qui vous n'êtes pas contrôlé souvent, ça doit être une fierté. Voilà, je montre ma carte d'identité, je fais partie de l'identité nationale. Mais pour nous, à chaque fois, c'est répétitif, donc c'est vraiment insupportable, les contrôles aux faciès. C'est humiliant. J'entends effectivement l'humiliation. Nora, je peux juste répondre. Alors, parce que du coup, il répondait. Ouais, on peut vous applaudir effectivement. Aïssata, Esther, je vous en prie, je vous demanderai une réponse rapide comme oui, ça. Ça sera très rapide sur la question de notre histoire. Je tiens, et je pense que c'est important de le dire aujourd'hui, parler de cette histoire, ce n'est pas uniquement parler aux Noirs ou aux Arabes. C'est une histoire française et c'est une histoire qui concerne l'ensemble des citoyens français. C'est pour ça que je pense qu'il est important d'en parler et que l'objectif, ce n'est pas d'en parler justement juste à une seule catégorie de la population. Et ensuite, sur votre étude sociologique avec Samira, je suis ravie pour elle qu'elle n'ait pas connu de racisme avant. Moi, je suis issue d'une famille de 8 enfants, 4 filles, 4 garçons. Nous tous, nous avons vécu le racisme. Mes frères l'ont vécu beaucoup plus parce que sur 4 frères, 3 ont subi des contrôles aux faciès réguliers. Ils en subissent encore aujourd'hui alors qu'ils sont adultes, qu'ils travaillent et qu'ils ont une vie très saine. Et un de mes frères a fait de la prison parce qu'il a été condamné pour outrage à agent. Donc on ne peut... Tant mieux pour Samira, mais je vous invite à faire d'autres études sociologiques sur des familles comme la mienne qui vivent en banlieue quotidiennement et qui vivent le racisme quotidiennement. Vous avez grandi c'est au Muro. J'ai grandi au Muro et j'y ai abondi. Je ne suis vraiment pas dans un cas de victimisation. Je ne fais que relater les faits. Et aujourd'hui, ma présence dans ce débat, c'est aussi d'échanger avec vous et de trouver des solutions pour combattre cette forme de racisme. Esther, je vais vous redonner la parole. Stéphane Beau, est-ce que la question sociale croise la question raciale, croise la question aussi du genre? Je vous répondrai d'une seule traite. Oui. D'accord? Oui. Ça croise, et on le sait, nous les écologistes, nous avions déposé un texte en 2011 à notre arrivée au Sénat contre le contrôle aux faciès. Ça, c'est vrai. Hein? Et ce ne sont pas les bourgeois du 16e arrondissement qui sont contrôlés. Hein? Ça va de soi. Et je vais ajouter que le racisme, enfin les formes de racisme, parce que moi j'utiliserais le mot racisme au pluriel, parce qu'il y a le racisme anti-musulman, le racisme anti-noir, l'antisémitisme, etc. Ce sont des racismes multiples, mais je dirais quand même s'il y a cette question de la décolonisation, un abcès qui n'a pas été, n'est-ce pas, percé, il y a aussi autre chose. C'est que je ne veux pas essentialiser parce qu'il faut proposer à la fin de ce débat des choses, parce que sinon on va essentialiser le blanc, le noir, etc. Il y a aussi cette perception qu'on ne peut pas nier, les personnes blanches ou ressenties, qui se ressentent comme blanches, ont une attitude qui ne va pas dans le sens du combat antiraciste. Ils ne pensent même pas que le racisme existe. Nous avons une perception, moi j'ai un accent, donc je ne sais pas si je suis vraiment, on me sent comme blanche ou on me considère comme blanche, parce que l'accent est ma négritude. D'accord ? Bon. Mais il y a, selon vous, une forme de privilège? Ah oui, il y a les privilèges de ceux qui se considèrent comme blancs, oui. Ils ne pensent même pas que dans les institutions, il y a un fonctionnement qui alimente, pas seulement dans les institutions, dans la vie quotidienne, etc., etc. Donc, et ça, c'est une pédagogie à faire très importante, et peut-être aussi de ne pas se dire seulement non raciste, mais dire qu'on est antiraciste. Non raciste, c'est du confort. Ah oui, mais moi, avant on disait j'ai un ami juif, après c'est oui, moi j'ai rien contre. Ma femme de ménage est arabe. Etc. Alors, je voudrais quand même moi aussi parler 2 minutes.
Non, ça fait déjà 2 minutes. Voilà. Donc vous allez parler 1 minute. Et répondre à Aïssa Tassek. Que le racisme et discrimination ne peuvent pas être séparés. Le racisme produit des discriminations. Ben oui, c'est ça, le racisme. Le racisme n'est pas seulement symbolique, l'injure, sale arabe, sale noir, etc. Non, c'est pas symbolique, c'est pas l'injure seulement, c'est les discriminations. On sait, monsieur a parlé du monde du travail, et excusez-moi, récemment j'ai lu un rapport économique très sérieux de 300 pages, dans lequel la conclusion était la suivante: les entreprises pourraient recruter des personnes de couleur, des personnes issues de l'immigration, j'aime pas ce mot, mais il n'y en a pas d'autres, pourraient les recruter à des postes équivalents à leur diplôme. Elles ne recrutent pas parce qu'il y a ce fonctionnement qui tourne sur soi-même. On ne recrutera pas un noir, c'est une perte économique pour l'entreprise et pour la personne, et pour les personnes de couleur et autres. Alors, écoutez, monsieur, vous avez raison. Moi, à l'agrégation, on m'a dit, madame, vous avez un accent. Les Français à qui vous allez enseigner vont avoir votre accent. J'étais très jeune, j'avais 22 ans. J'ai répondu, l'accent de la minorité ne déteint jamais sur la majorité. Et Joli. Je pourrais vous raconter d'autres choses. Stéphane Beau, une réponse rapide et on redonne la parole à la salle, s'il vous plaît. Juste pour dire, j'ai un ami du Béarn qui a eu l'agrégation et qui a raconté la même chose. On lui a reproché son accent béarnais. Bah, regardez Jean Castex, hein, il a vécu la même chose là à sa nomination. Bon. C'est pas la même chose. Je tiens juste à préciser quelque chose par rapport à l'intervention d'Amir. Bien évidemment, je ne suis pas complètement naïf, je sais très bien que les contrôles d'identité au faciès, c'est extrêmement violent, c'est une humiliation, vous l'avez très bien dit, c'est pas moi qui vais contester ça. Par contre, où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que je pense qu'effectivement, historiciser, c'est forcément comparer. C'est-à-dire que voilà, dans le livre Le Creuset français de Noiriel, qui est le grand livre sur l'histoire de l'immigration sur 2 siècles, il montre très bien que chaque vague d'immigration se heurte à, non pas un plafond de verre, on ne disait pas à l'époque, mais à des résistances au niveau économique et social. Mais il y a vraiment. Donc ça veut dire que. Stéphane Beau, pardon, je vais insister. N'y a-t-il pas une spécificité par rapport en fait à la population noire ou arabe qui sont issus des colonies par rapport à un pays comme la France? Je pense que. Alors je vais répondre justement. Je vous réponds à partir d'une enquête. Quand je fais l'enquête à Sochaux, dans les années 89-96, vous avez des ouvriers d'origine algérienne, marocaine, qui sont en chaîne à l'usine de Peugeot. Ils s'appellent Abdel, Hamid. Ils se marient avec des ouvrières Peugeot. L'intégration se fait par le travail, se fait par l'usine, se fait par les H&M. Ça se fait à l'époque. Et donc, on est bien sûr que ça existe. Alors, est-ce que la désindustrialisation a fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible? On a, bien sûr, une fois que l'intégration sociale ne se fait pas, bien évidemment, ça a été d'ailleurs, j'ai trouvé intéressant votre présentation manquant, parce que vous avez dit finalement, pourquoi je suis là, je me vis pas forcément comme un noir, j'ai d'autres choses à mettre en avant, ma philosophie, mes philosophes, etc. Aujourd'hui, on a des logiques d'assignation raciale, et le travail des sociologues, c'est de dire parfois ça joue, parfois ça ne joue pas. D'où l'intérêt de comparer. Il ne s'agit pas de relativiser les discriminations ou les humiliations subies aujourd'hui par les enfants d'immigrés. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le contexte actuel de ségrégation sociale, etc., bien sûr, elles sont plus accentuées. Mais c'est le cas de Samira, il n'est pas héroïque. C'est juste pour vous montrer que ça a existé. Et nous, notre travail de sociologue ou d'historien, c'est de comprendre pourquoi ça a existé dans les années 70-90, cette intégration relativement tranquille, pas toujours tranquille, mais relativement tranquille, et pourquoi ça ne marche plus pour des raisons structurelles que nous devons étudier. Merci. Madame, c'est à vous. Oui. Merci Isabelle. J'avais une question justement, Madame Benbassa est un peu revenue dessus, mais une question pour Aïssa Tassek. Vous parliez de la différence que vous faites entre les discriminations et le racisme. Et vous avez un peu commencé, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre raisonnement, donc j'étais un peu frustrée. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Puis j'avais une deuxième question, alors là c'est pour Macron Fofana, dont j'ai lu hier le récit, que j'ai trouvé merveilleux. Voilà, Démocrite à la chicha, donc j'invite tout le monde à le lire, et qui, moi qui ai grandi et qui viens de la cité, m'a beaucoup touchée parce que c'était ce que j'éprouvais en arrivant ici. Donc
vous revenez cette année. Donc j'imagine que vous avez tiré des enseignements du sentiment, pas de relégation, mais vous parliez de dérangement dans votre texte. Pourquoi est-ce que donc vous êtes revenu pour dire quoi et qu'est-ce que vous avez fait de cet étonnement que vous avez formulé l'an dernier par rapport, bien sûr, à la thématique de cette réunion? Alors, on ne va pas vous faire intervenir tout de suite. On va redonner encore un peu la parole à la salle parce que vous l'avez un peu eu. Mesdemoiselles. Excusez-moi, je vais être... Vous pouvez peut-être vous lever parce que du coup, on ne vous voit pas du tout. Je suis désolée. C'est une bonne idée que vous ayez parlé du Béarn parce que moi, je viens des Hautes-Pyrénées et je suis assez surprise, en fait, qu'on limite la question du racisme, enfin, limite pas d'une manière négative, à la question des quartiers populaires. Des quartiers populaires, parce que moi, il se trouve que je ne suis pas issue de l'immigration, comme on a l'idée de le dire. Moi, je suis issue d'un métissage et j'ai grandi dans un milieu plutôt rural. Et pourtant, la question raciale m'a rattrapée au collet, en fait. Et je voudrais savoir... Vous êtes découverte noire, oui, en fait, quand on découvre... Quand on se dit, à 20 ans, j'ai découvert qu'il y avait des gens racistes, non, c'est qu'à 20 ans, on se dit, ah ben oui, en fait, j'ai toujours été noire aux yeux mais même quand on est métisse, j'ai toujours été noire aux yeux des autres. Et je découvre à 20 ans que c'est un pouvoir limitant, en fait. Et du coup, ça me pose un problème qu'on limite cette question à c'est juste une force d'intégration, parce que... Comment vous l'avez... Pardon, c'est quoi votre prénom? Camille. Camille, on comment peut pas faire vous l'avez... français, je suis née à Lourdes. Écoutez, c'est dommage, hein, mais... Non, mais... c'est extraordinaire. Voilà. Comment vous l'avez perçu pour la première fois? Mais il se trouve que je l'ai perçu, en fait, par rapport aux gens qui l'ont vraiment subi. Moi, j'ai les contrôles aux faciès, autant vous dire qu'à Lourdes, la police, elle est pas... ça va. J'ai pas vécu des violences policières. Et pourtant, on vit des choses très difficiles dans le regard des autres. Mais c'est pas pour faire dans la tristesse, c'est pas ça. Mais pourquoi, si c'était qu'une question de travail, pourtant on est rattrapé. À quel moment? C'est-à-dire que c'est à l'école que ça vous a rattrapé pendant vos études? Écoutez, c'est hyper trivial, mais quand j'avais 5 ans, quand je mettais ma capuche pour essayer d'avoir des longs cheveux, comme ce que je fais encore maintenant, pour avoir des cheveux blancs, je me disais, il faudrait que j'ai un mari blanc pour avoir des enfants un petit peu moins noirs que moi. Bon, après, c'est une interrogation qu'on a à 5 ans, peut-être que tous les enfants ne l'ont pas. Voilà. C'est un peu choquant. Ouais. Et pourtant, encore une fois, je viens d'un milieu très privilégié, fille de prof, née dans un pays rural, et pourtant assez protégée par le racisme qui peut être instauré de manière hyper violente par la police notamment. Voilà. Merci de cette intervention. Mademoiselle. Ah bon, d'accord, ok. Bon, alors je continue parce qu'il y avait des interventions là-bas. Alain Foy, je vous ai vu, mais comme vous avez déjà pris la parole, je suis désolée, je vais la faire circuler. Je suis désolée. Ah, vous avez des choses à dire, plein de gens ont plein de choses à dire. Mais j'entends que vous avez des choses à dire, mais plein de gens ont des choses à dire. Donc je vous ai vu. Je vous en prie, madame. Non, je voulais simplement dire que, mon expérience à moi, j'ai enseigné assez longtemps à Saint-Denis. Et dans les contrôles quand on a le contrôle aux faciès, il y a aussi un aspect qu'on ne souligne pas assez, c'est qu'une loi dont je ne me souviens plus de la date, mais qui est relativement récente, a donné le droit aux policiers d'emmener pour contrôle d'identité approfondi les gens qu'ils contrôlent au faciès dans le commissariat et de les garder pendant 4 heures. Autant vous dire que quand on le chope, quand le gars va à son travail, ça a des conséquences sociales graves. Bien. Et c'est extrêmement fréquent dans le 93. Donc ça rejoint complètement les problèmes de travail. Mais la chose plus importante que je voulais dire, j'ai été syndicaliste. Il y a un problème majeur d'intégration des travailleurs immigrés dans le syndicalisme. Majeur. La période que j'ai connue, qui était la période 60-70, il y avait des difficultés majeures. Et quand vous parliez tout à l'heure des Chibani marocains, ils ont gagné parce qu'ils se sont organisés entre eux. Ils n'ont jamais été pris en charge par le syndicat. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les structures de médiation, que sont les partis, que sont les syndicats, ne jouent pas leur rôle. Ne jouent pas leur rôle car ils ne font pas la place. Oui, d'antiracisme, absolument. Et c'est un poids énorme. Et
On ne peut pas imaginer quand même que dans les années 70, ça se passait tout seul. C'est quand même incroyable de dire ça. C'est quand même pendant les années 70 qu'il y a eu une ratonnade, par exemple, en 73, où il y a eu 50 Algériens assassinés dans la rue, dans l'indifférence totale, sans que jamais ça aboutisse à des procès. Et la seule fois où on a trouvé un type qui avait tiré, c'était un brigadier chef de la police. Il est mort de façon merveilleuse en détention préventive d'une crise cardiaque. Bon. Non, mais c'est ça le fonctionnement. Et ça se passait en 73. Donc, pardon, mais alors du coup, je vais vous poser la question. Pour vous, est-ce que vous évoqueriez une forme de racisme structurel, de racisme d'État, ou alors la France est-elle raciste? Moi, c'est très difficile. Je suis pas... je ne manie pas très facilement les concepts. Moi, je vous trouve parfaite dans l'exercice. Mais si vous voulez, je crois que vraiment le racisme est profondément enraciné parce qu'il a joué un rôle très important dans l'histoire de France. C'est à travers le racisme qu'on justifie le colonialisme. Le colonialisme, c'est quoi? C'est le pillage des pays colonisés. Mais la France des droits de l'homme ne pille personne. Elle apporte la culture. Mais oui, c'est ça la justification. Bien sûr. Lisons les textes de la Troisième République qu'on vient de célébrer là. Ce sont des textes profondément racistes. Profondément racistes, on apporte la culture. C'est-à-dire qu'il faut décoloniser la République. Il faut décoloniser la République. C'est le problème, pour moi. Merci beaucoup. Bonjour. Trois petits points rapides. Alors, le premier, pour aller dans le sens de Madame, moi c'est vrai que je suis un peu surpris quand on essaye de redorer le blason des années 70 comme âge d'or antiraciste en France. Quand on lit Marseille 73 de Dominique Magnotti ou La race tue deux fois de Rachida Brahim, il y avait effectivement des crimes racistes et beaucoup d'Arabes en particulier qui mouraient en France sous les coups de leurs concitoyens. C'est un petit peu moins le cas numériquement en France et donc c'était quand même pas génial quoi. Donc deuxième point sur le il faut relativiser. Moi, j'ai l'impression que ça fait des décennies que la gauche relativise ces questions-là. Il faut regarder les programmes politiques. Il faut regarder le bilan du quinquennat de François Hollande en termes de lutte contre les discriminations, qui est inexistant. En fait. Ah, la déchéance de nationalité ? Par exemple. Le contrôle de faciès qui a été annoncé n'a pas été fait. Il n'y a rien fait. Et donc, voilà, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de projet. La question de la lutte contre les discriminations et de l'égalité raciale, et de genre aussi par ailleurs, mais c'est d'autres questions, n'est pas tout en haut des programmes politiques de la gauche. Et c'est plutôt cette question-là qu'il faudrait se poser ici, c'est que faire ? C'est quelles sont les priorités et les propositions en termes de politique publique ? Parce que moi je suis d'accord avec Stéphane Beau quand il dit c'est par le travail, c'est par l'éducation, mais ça va pas se faire tout seul en fait, dans un contexte de chômage de masse, et alors qu'on annonce encore 1 million de chômeurs en plus l'année prochaine. Et donc c'est qu'est-ce qu'on propose comme réforme en termes de politique publique ? Et dernier point, vous posiez la question de la concurrence potentielle entre classe et race. Moi, je ne crois pas que réformer l'IGPN aujourd'hui empêche en même temps d'augmenter les impôts des riches et de faire de la redistribution des richesses. Et donc, faire de la question de l'égalité sociale, raciale et de genre la boussole et le point cardinal de la gauche me semble en fait le b.a.-ba, sauf que la gauche ne l'a jamais fait depuis les années 80. Merci beaucoup. Ah, Alain, écoutez, franchement, je n'aime pas ces méthodes. Non, mais monsieur, vous savez, Alain, qu'on fait circuler la parole. C'est un exercice démocratique. Tout le monde joue le jeu. On n'arrache pas le micro. Je suis désolée. Ça peut pas marcher comme ça. Vous avez peut-être des choses extrêmement intéressantes à dire. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Oui, mais je suis désolée. Il y a plein de gens qui ont des choses intéressantes à dire. Oui, d'accord. Mais ce que je voudrais dire, c'est que là, on est en train de moraliser un problème qui est vraiment social et culturel. La dame tout à l'heure disait, oui, je suis choqué qu'on dise qu'il y ait beaucoup de racistes. Mais je dirais une chose, mais on est tous racistes parce qu'on est tous en fait inclus dans une culture qui nous a été transmise. Et en fait, le problème, c'est qu'il faut lutter contre cette culture-là. Et en réalité, cette culture-là, elle ne peut pas être changée tant qu'on n'a pas changé les éléments sociaux et économiques qui font que cette donnée-là existe. Merci de me donner le micro. On vous a entendu. Merci beaucoup. Merci. On va vous donner la parole de toute façon. Voilà, je suis désolée pour ceux qui n'auront pas pu intervenir, mais c'est voilà, 1h30, c'est pas assez long pour ce genre de débat.
Je voudrais qu'on ramasse en fait toutes ces interventions et pourquoi pas qu'on se projette dans des propositions, puisqu'on est là au Festival des idées. L'idée, c'est de sortir des propositions, des idées. Pourquoi pas réussir à faire converger la gauche sur ces questions? Ce sera comme sur l'Europe, si on y arrive, c'est que vraiment, waouh. Mais pourquoi pas? Laissons-nous rêver un peu. Aïssata, je vous en prie. Je vais répondre du coup à madame sur le terme racisme et discrimination. Bien évidemment que les deux termes vont ensemble, mais on peut parler de discrimination à l'embauche liée au sexe, liée au handicap, etc. Et là, on ne peut pas employer le terme racisme sur ce type de discrimination. Et c'est pour ça que j'ai séparé les deux termes, même si très souvent, quand on est discriminé à l'emploi par rapport à notre couleur de peau, c'est lié bien évidemment au racisme. Après, sur la question de l'histoire, moi j'insiste encore une fois de plus sur le fait que il est important d'avoir un récit national partagé, un récit national commun, et on ne peut pas lier une partie de notre histoire. Je pense que intégrer pleinement l'histoire de l'esclavage, l'histoire coloniale dans le récit national français fera qu'on aura un récit national partagé et qu'on pourra avancer sur un certain nombre de questions. On ne peut pas nier que le racisme d'aujourd'hui n'est pas lié à cette histoire. Moi, je pense que c'est une faute de le faire. Bien évidemment que on peut parler d'intégration par le travail, etc. Mais en tant que femme noire ou homme d'origine maghrébine, on est très souvent discriminé à l'embauche par rapport à notre couleur de peau, par rapport à notre appartenance religieuse. Donc, on ne peut pas nier ces choses-là. Ensuite, sur le bilan de la gauche, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je suis une ancienne militante du Parti socialiste et je vais faire très court. Pourquoi ancienne, Aïssata? Je vais vous raconter très rapidement l'historique, mais voilà, j'ai été militante au Parti socialiste pendant un certain nombre d'années. J'ai été élue sur une liste aux élections municipales avec le Parti socialiste et en 2017, je décide de me présenter aux élections sénatoriales en dehors du parti. Donc j'ai été très vite exclue du parti. Ça c'est pas très grave. Je savais que en faisant cela, j'allais subir cette exclusion et j'en assume pleinement les conséquences. Mais j'ai été salie par les membres de mon parti où j'ai été taxée de communautariste. Voilà, une femme noire qui décide de se présenter à une élection comme celle-ci, on la renvoie systématiquement à sa couleur de peau. Voilà. Pourquoi? Parce que j'avais une liste qui représentait l'image de la Seine-Saint-Denis avec 2 noirs, 2 personnes d'origine maghrébine et 4 blancs. Et là, tout de suite, ma liste est devenue communautaire. Tout de suite, j'étais devenue la paria. Et ces propos-là n'ont pas été tenus par des militants d'extrême droite, mais par des membres du Parti socialiste. Ce que nous disait, pardon, Aïssata, madame, sur la difficulté des organisations, en fait, à se voir diverses. Et là où j'en veux aux différents partis de gauche, je me dis que si ces partis avaient fait le parti pris de propulser des personnes comme nous à des élections comme les élections sénatoriales, les législatives, les municipales, etc., ça serait vraiment à l'image de la diversité française. Donc là, on a réellement loupé le coche, notamment en 2012 quand François Hollande a été élu. Et on a eu ensuite tous les débats qui sont arrivés sur la question des chances de nationalité, sur le fait qu'on n'ait même pas essayé de mettre au vote le droit de vote des étrangers aux élections municipales, alors que nous, en tant que militants issus des quartiers populaires, on n'a pas arrêté de militer et de faire campagne autour de ce point 80 du programme de François Hollande. Donc là, je regrette ces choses-là et effectivement, la gauche a vraiment loupé le coche sur des politiques publiques de lutte contre le racisme et les discriminations. Donc on est là aujourd'hui, faisons des propositions. Il en existe plusieurs à faire. Moi, j'en ai fait tout à l'heure, notamment sur la question des violences policières et sur l'intégration de l'histoire de l'esclavage et de l'histoire coloniale dans le récit national français. Mais beaucoup de choses restent à faire. Merci. Moi, je passerai aux propositions, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il me semble que longtemps, les partis de gauche ont considéré le racisme, les racismes, sous l'angle moral. Et politiquement, les actions n'ont pas été à la hauteur.
regardons un peu la marche qu'on appelle familièrement la marche des beurs en 83. En 84, il y a SOS Racisme qui est fondé, qui fait certaines actions d'envergure. Mais aujourd'hui, on ne peut pas continuer à laisser aux associations, aux syndicats, aux associations, j'ai dit, aux partis, aux syndicats, de gérer la question des racismes. Parce que les partis de gauche ont l'universalisme comme fétiche. Et c'est un problème. D'ailleurs, je vous convie à lire ces textes d'une grande historienne américaine qui travaille que sur la France. C'est la question de l'universalisme. Est-ce que on peut se poser la question? En soi, l'universalisme est théorique et une théorie qui est très bien en soi. Sauf que derrière cette théorie, il y a le fait qu'on ne reconnaît pas, l'universalisme ne reconnaît pas la biodiversité sociale, considérant que tout le monde est égal. Ce qui n'est pas vrai, parce que tout le monde est égal, mais tout le monde n'a pas un traitement égal. Alors là, je crois qu'il faut définir l'universalisme, même si je peux vous choquer, mais je me sers des travaux de cette très grande chercheuse. L'universel est blanc, masculin et catholique. Chrétien, bon. Alors, à ce moment-là, pour la France, c'est catholique. Bon, on est en France, là, l'universalisme. En Amérique, on ne le proclame pas, il n'y a pas d'universalisme. Enfin, la notion d'universalisme n'est pas du tout utilisée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'il est temps, aujourd'hui, de politiser le racisme. À savoir politiser la lutte contre le racisme. Et là, je crois qu'on peut faire une sorte de, reproduire une sorte de lutte des classes 2.0. C'est ce qui arrive, par exemple, avec le comité Adama. C'est vrai qu'on peut leur reprocher l'essentialisation du racisme, mais le travail qu'ils ont fait montre qu'au-delà des partis, il y a une mobilisation qui peut se faire et qui est très importante, qui concerne les jeunes, les moins jeunes. On a vu dans ces manifestations un nombre de jeunes extraordinaires qu'on ne voit pas dans les partis, puisque les partis ne recrutent pas des jeunes actuellement. Bon, alors politiser l'antiracisme. L'antiracisme, c'est la lutte contre le racisme et les discriminations. Pour être clair, Esther, quand vous dites politiser l'antiracisme, pour moi, en fait, cette question, elle est politique depuis 50 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus ? Oui, enfin, les politiques, depuis 50 ans, surtout la gauche, parlent de universalisme, égalité, égalité des chances, le mérite et la laïcité. D'accord ? En soi, nous sommes d'accord avec ces principes, mais il n'y a pas de lutte contre le racisme. C'est ça le problème. Il faut prendre les choses en main, au-delà des partis, et se mobiliser pour combattre le racisme, en dehors d'ailleurs, enfin, je n'exclus pas l'éducation, je n'exclus pas la pédagogie, je n'exclus pas, par exemple, de mettre plus de personnes qui sont de couleur ou issues du monde maghrébin dans les médias où ils sont que 13%, ça fait peu quand même, visibles. Il y a toute une série d'actions à mener et ne pas, disons, se dire que les partis vont gérer le problème. Non, les partis ne vont pas gérer le problème. Je suis arrivée en 2011 au Sénat et j'ai fait voter, enfin j'étais le rapporteur, pour moi c'était une nouveauté, avec mon accent. Je me suis battue pour que le vote des étrangers soit voté. Ça a été voté, sauf quand Hollande est arrivé au pouvoir. À l'Assemblée, ce n'est pas passé. Donc, écoutez, la politisation peut se faire à la base. Vous avez vu
la mobilisation contre le réchauffement climatique, ce n'est pas passé par les partis. Bon, les écologistes. Ça veut dire que là, moi, ce que j'entends, c'est que la pression citoyenne doit continuer parce que potentiellement, et ce qu'on a vu aussi avec Jacques Toubon et avec le Défenseur des droits, c'est que c'est la pression juridique citoyenne en fait. C'est ça que vous appelez de vos voeux, une politisation en fait qui vienne de la base. Voilà, il y aura vraiment. C'est le seul moyen de faire bouger les partis, les mouvements et les gouvernements. En plus, c'est lié, c'est une lutte des classes. Ce sont les mêmes, les pauvres, les précaires, qui sont aussi de couleur ou maghrébins et qui sont dans cette action de discrimination par la pauvreté et par leur appartenance. Et je finirai avec une phrase. Aujourd'hui, les luttes ne se feront pas seulement contre l'antiracisme, mais se feront aussi en convergeant avec les luttes contre le réchauffement climatique, les luttes des femmes, les luttes contre l'homophobie, la lutte contre la lesbophobie. Ces luttes doivent se conjuguer, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui une séparation. Non, c'est qu'en fait, on est sur des rapports de domination quoi qu'il arrive. Voilà. Et donc les dominés doivent converger, c'est ce que j'entends dans ce que vous dites. Et d'ailleurs, vous allez considérer que j'essentialise les choses, et je suis là d'accord, même si je ne connais pas votre cas sur les sénatoriales, enfin bon, et on ne va pas individualiser les choses, mais plus on fera pression. Il faut faire pression sur les partis pour la représentativité. Plus on sera nombreux, elles seront nombreuses dans les institutions, au Parlement, etc. Plus il y aura d'action et plus il y aura une positivisation de l'action. Aujourd'hui, la lutte est plutôt, je dirais, multifacette. Voilà. Stéphane Beau. Je vais aller très vite. Donc, en fait, on a un peu caricaturé ce que j'ai voulu dire. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais c'est complètement débile de dire que j'ai jamais dit que c'était merveilleux dans les années 70. J'ai lu le bouquin de Manotti, j'ai lu la thèse de Rachida Ibrahim, j'étais au jury, donc faut pas me faire dire n'importe quoi. Bien évidemment, j'essaie de montrer qu'en fait, l'historiciser, c'est comprendre les phases dans lesquelles les différentes vagues d'immigrés sont arrivés en France, se sont intégrés difficilement ou pas, en fonction des contextes. C'est ce que j'ai voulu dire. J'ai dirigé la thèse de Vincent Guay sur les conflits Talbot-Poissy-Aulnay en 82-84. Madame, quand vous dites que les syndicats n'ont pas été là, je suis désolé, ils étaient là. C'est la CGT et la CDT qui ont défendu les travailleurs marocains. Donc, faut pas dire n'importe quoi. Faut pas dire n'importe quoi. Première chose, si on fait de l'histoire, on la fait sérieusement. Deuxièmement, par rapport à ce qui a été dit, bon, j'ai pas de recette miracle, bien évidemment, mais c'est vrai qu'il faut dire les choses telles quelles. La gauche est fracturée. Ce que vient de dire Esther Benbassa, bien sûr, je ne partage pas du tout cette idée que l'universalisme est, démodé, que maintenant il faut être, non, voilà. Donc, moi, je pense que. Oui, c'est pas ce qu'elle a dit. C'est l'argument de Francis Wolff. Moi, je maintiens cette idée-là. La gauche est un fondement universaliste. Si on commence à raisonner à partir des couleurs blanc, noir, etc., on n'avancera pas beaucoup. Il faut rester sur ce socle. Donc là, il y a un vrai conflit idéologique au sein de la gauche, et il suffira pas de dire comme ça qu'on va décoloniser la République pour avancer. Je suis d'accord avec monsieur sur le thème. Effectivement, le vrai combat, il est sur les formes d'égalité et bien évidemment de faire reculer toutes les pratiques de discrimination, notamment, effectivement, vous avez raison, ce qui se passe dans la police aujourd'hui, c'est gravissime. Madame, je vous répondrai après à votre question sur mon texte. Moi, ma relation à la banlieue ne vous concerne pas. Elle est intime. Et j'ai envie de dépolitiser ma relation à la banlieue. Et tout ce qui se dit ici se complète, mais vos grilles de compréhension ne m'intéressent pas et je n'ai pas envie de les utiliser. Pourquoi ? Parce que la première fois que j'ai connu le racisme, c'était à 16 ans. Et c'est parce que je voulais me marier avec Yasmine, en fait. Yasmine du bâtiment d'à côté. Je voulais me marier avec elle et elle a dit « Je ne peux pas te présenter à mon père. Je ne peux même pas présenter à mon père un Marocain du Nord. Comment je présenterai à mon père un Noir ?» Donc ça m'a profondément choqué, mais on va dire que j'ai avancé. Moi, j'ai aucune solution politique. Ce qui m'a sauvé, moi, c'est une thérapie artistique. J'étais en dépression, en effet, de mon quartier. Ce n'est pas vos idées politiques sur le racisme qui m'a aidé à m'en sortir. Ce qui m'a aidé à m'en sortir, c'est de voir que J.K. Rowling divorce, perd sa maman, et pourtant, elle réussit à produire une œuvre presque sublime.
Donc moi, mon but, c'est une vision individuelle, hein, mais mon but, c'est comment je peux m'auto-dépasser, comment je peux m'auto-réaliser et m'auto-réparer. Et pour moi, la fiction est réparatrice et elle permet de réparer à la fois le passé, le futur et de repenser le présent. Alors, peut-être qu'on va reprendre là sur la question des propositions. Je vais repasser du coup rapidement. Il nous reste exactement 8 minutes. La parole à la salle. Il y avait Madame... Hop, je vous le rallume. Je voudrais juste faire remarquer que la dimension religieuse du racisme n'est pas évoquée. Ah, et vous pensez à quelle religion? La juive, évidemment. La juive, évidemment. Pourquoi la juive? Parce que j'ai beaucoup de... Et pas les musulmans? Oui, la juive en plus des musulmans. Ah, oui. D'accord. Ah oui, alors du coup, sur la question de l'islamophobie, c'est vrai que... Et de la judéophobie, on n'en a pas parlé. Pourtant, Esther Benbassa, vous avez eu maille à partir avec les médias lors d'une marche qui s'est tenue en novembre dernier contre l'islamophobie. Cette question, elle est aussi en fait centrale là-dedans. Aujourd'hui, elle vient s'ajouter encore la dimension religieuse. Peut-être Aïssata aussi là-dessus. Esther. Écoutez, oui, ça a été une expérience pour moi inattendue parce que je n'ai pas compris. Quelqu'un m'a pris sur une photo avec quelqu'un qui avait disons, une sorte de badge, une sorte d'autocollant que je n'avais pas vu, où il y avait la croix et pas la croix. Une étoile. Une étoile. Une étoile jaune. Une étoile jaune et le croissant. Le croissant qu'on trouve sur les drapeaux des pays arabes. La couleur était jaune, je ne l'ai pas vu. Et après, ça a été repris par la presse d'une manière quand même assez problématique, mettant la petite fille, une petite fille avec cet autocollant, etc. Moi, je vais vous dire, je suis allée à cette manifestation tout simplement parce que je pense que ce que subissent aujourd'hui les musulmans, peut-être que le contexte n'est pas pareil, mais ce que subissent aujourd'hui les musulmans est vraiment rappel sur nombre de points. On ne parle pas de la Shoah, là. Écoutez, avant la Shoah, il y a eu l'antisémitisme, il y a eu l'affaire Dreyfus quand même. Tout ne commence pas avec la Shoah. Il y a des points communs dans, disons, ce rejet d'un groupe religieux, mais en même temps culturel, parce que les musulmans, on ne les voit pas seulement comme religion, et les juifs, on ne les voyait pas comme religion seulement. Bien sûr, il ne faut pas comparer les choses, mais on ne peut pas ne pas quand même faire un rapprochement. Aujourd'hui, lisez, c'est très intéressant, la tribune du recteur de la mosquée de Paris, dans Le Figaro. Écoutez, moi qui ai écrit des dizaines de livres sur les Juifs, j'ai retrouvé le ton dans l'humilité, dans l'excuse que faisaient les Juifs pendant l'affaire Dreyfus et dans l'entre-deux-guerres. Tout cela montre qu'il y a aussi un rejet des religions, mais ce rejet est très complexe. On ne peut pas parler en 2 minutes de ça, parce que c'est vraiment... c'est très difficile de parler comme ça et évidemment, avoir des phrases dans la presse qui disent « Ah oui !» Oui, elle a dit ça encore. Elle a dit ça encore. Aïssata Seck rapidement et du coup Stéphane Beau. Et je me suis sentie obligée dans ma tête de défendre les musulmans. Je me suis dit, je ne peux pas me taire et ne pas descendre dans la rue. Ouais. Pour aller dans la suite de ce qu'Esther a dit, moi, ce rassemblement, j'étais en première ligne. Et ce que je retiens essentiellement de cette manifestation, c'est une manifestation qui a réuni des milliers de personnes. C'est une manifestation qui s'est excellemment bien passée. C'est une manifestation où des slogans étaient scandés
de lutte contre l'islamophobie. C'est une manifestation où des milliers de personnes ont chanté la Marseillaise. Et ce que j'ai regretté ensuite à l'issue de cette manifestation, c'est que les médias n'ont pas fait référence à cela. La seule chose qu'ils ont retenue, c'est l'affaire d'Esther Benbassa. Et là, je le regrette vraiment profondément parce qu'on a cherché vraiment la petite bête pour minimiser un rassemblement qui réunissait des Français de toute confession, j'insiste bien, de toute confession, ou athées, de toute couleur, de toute origine, qui juste marchaient dans le calme. Sec, pardon, là je vais revenir au fondement. Est-ce qu'on voit que même le débat autour de la terminologie d'islamophobie est extrêmement vif, au même titre en fait que celui sur l'universalisme? Pourquoi est-ce que c'est aussi hystérisé? Moi, je pense que c'est hystérisé dans le sens où il y a énormément d'amalgame aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle d'islam, on renvoie à la question terroriste. C'est une réalité. On ne peut pas nier cette réalité. Alors, il me semble aujourd'hui important de faire énormément de pédagogie. Je pense que quand les médias invitent justement des intervenants pour intervenir sur ces questions-là, invitons les principaux concernés, invitons les personnes qui vivent quotidiennement l'islamophobie. On ne le fait jamais, on invite à chaque fois des personnes qui parlent à notre place. À un moment donné, il va falloir arrêter. On essaye parfois aussi d'inviter des gens qui le subissent, mais qui n'osent pas y aller parce qu'ils se retrouvent en contradiction avec 3 personnes et ensuite on détourne en chaque fois la parole qui est donnée. Mais donc voilà, moi ce que je regrette à l'issue de cette manifestation, c'est que là pour le coup, vraiment je vais fustiger les médias, mais le job n'a pas été fait. Le job n'a pas été fait. Moi j'étais en première ligne, je tenais la banderole et je vous assure que c'était une belle manifestation. Est-ce que, là je rebondis sur ce que vous dites au-delà de la manifestation, sur la dimension médiatique, est-ce qu'il y a une forme de construction médiatique biaisée sur ces questions de racisme, de discrimination, d'islamophobie, de judéophobie? Comment vous voyez les choses? Moi, je pense qu'on ne donne pas la parole aux principaux concernés. Oui. Et lorsqu'on le fera, on aura vraiment la parole de ceux qui le vivent quotidiennement. Et sur la question de l'antisémitisme, moi, je pense sincèrement qu'il y a vraiment des choses à faire. On évoque souvent, et je pense que là, le professeur d'histoire pourra peut-être en parler. Je ne sais pas où est-ce que vous enseignez, mais vous, en Seine-Saint-Denis, on a souvent tendance à vouloir faire de la concurrence mémorielle, alors qu'on a la possibilité, on a en tout cas les outils pour éviter cette concurrence mémorielle et faire en sorte que l'on puisse enseigner ces 2 religions au même titre qui peuvent avoir vécu des drames et sans se dire que une catégorie de personnes a plus subi qu'une autre. Moi, je pense que justement, faire en sorte qu'on puisse parler de toutes ces religions sans l'essentialiser d'une part ou d'une autre permettra en tout cas d'en parler de manière très simple et très libre sans qu'on nous voit comme un terroriste ou un antisémitisme quand on évoque des questions. Donc un sociologue doit donner des chiffres. Vous consultez sur le net le rapport 2019 de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, CNCDH, et il y a un graphique saisissant par rapport à nos discussions. On pose aux Français une question, un échantillon représentatif. Quels sont les groupes que vous considérez comme étant des groupes à part? 2003-2017, les musulmans. 60% des Français sondés en 2003 considèrent qu'ils sont un groupe à part. Toujours en 2003, 38% pour les juifs. En 2017-18, seulement 37% considèrent que les musulmans constituent un groupe à part. J'ai trouvé et 24% pour les juifs. J'ai trouvé que ce graphique aide à penser, en tout cas il interroge par rapport à la discussion qu'on a aujourd'hui, l'islamophobie, etc. Bon, quand on regarde ce sondage, finalement, sur 15 ans, malgré tout, la spécificité, la perception communautariste des musulmans, elle n'est pas représentative. Alors, est-ce à dire, Stéphane Beau, qu'il y a une bulle médiatique? C'est-à-dire que les choses sont plus compliquées, donc il faut aller regarder les chiffres, il faut regarder les faits. Mais est-ce que du coup, décentrer un peu le sujet. J'entends, et c'est extrêmement éclairant. Est-ce que du coup, est-ce à dire qu'il y a une forme de construction médiatique qui défend complètement la réalité? Bien évidemment, mais là, on est en plein procès Charlie Hebdo. Aïssa Taladi, moi je reste sidéré par l'absence de considération du fait que ces attentats des années 2015-2016 ont été un profond
traumatisme pour la société française et que malgré tout, les Maghrébins et les musulmans sont malheureusement perçus à travers ces figures que sont Mera, Kouachi et compagnie. Donc, bien évidemment, qu'est-ce qui est le plus grand aliment du racisme que c'est ce que me disait la petite dernière, Nadia Belloumi me disait, ces terroristes, ils ont tué l'intégration de mes parents, je leur en veux à mort. Donc ça aussi, c'est important de dire que l'image qu'on a... Devant le micro, s'il vous plaît, Stéphane Beau. Le micro. L'image qu'on a des Maghrébins, elle a évolué dans le temps. Et bien évidemment, les épisodes terroristes 2015-2016, ils ont eu un effet de souffle majeur. Pourquoi on ne le dit jamais, ça? C'est pas politiquement incorrect. Il faut reconnaître les faits. Ça a été un bouleversement, ça a été un traumatisme majeur. Et donc, ça, bien sûr, les Binouis et compagnie prennent ça en pleine poire. Mais là, je vais vous objecter une chose, c'est peut-être que j'entends les sondages et les chiffres que vous nous mentionnez, mais quand on a un vote Rassemblement national qui conduit en fait Marine Le Pen à être au second tour de la présidentielle quasi 20 ans après son père, n'est-ce pas une illustration de l'imprégnation de cette idéologie au sein d'une partie de la population française? C'est la spirale dont j'ai parlé. La spirale d'un côté, effectivement, Jean-Marie Le Pen en 2002 au deuxième tour, 20 ans plus tard Marine, donc effectivement un Front National fort à 25-30% qui bien sûr fait que, comme l'a dit monsieur, les jeunes immigrés se sentent pas aimés parce qu'ils savent qu'en face d'eux, il y a des gens qui leur volent pas de bien. Voilà. Et puis de l'autre côté, il y a cette minorité djihadiste qui ternit considérablement l'image. Donc on est dans un étau. C'est ça qu'il faut comprendre. Et comment on en sort? Eh bien, en essayant, effectivement, là, je ne suis pas assez politique pour le dire, voilà, en imaginant des politiques publiques audacieuses, en ne restant pas stationnaires, et effectivement en donnant leur chance. Voilà, moi je pense que bien sûr, je suis désolé, je suis prof, mais ce qui se passe à l'école, c'est fondamental, bien évidemment. Bon, écoutez, ce sera le mot de la fin, comme vous le savez, malheureusement. Il est 18h04 et nous devons nous quitter car dans une demi-heure, dans 26 minutes exactement, un autre débat débute. Merci à vous, merci d'avoir accepté d'échanger.